Bienvenue au Frelon Noir, la mensuelle polar de 1001libraire.com, animée par Christophe Dupuis. Au programme de cette deuxième émission, deux interviews, une avec Cathy Unsworth à l'occasion de la sortie du Chanteur chez Rivage, interview qui se fait d'ailleurs dans les locaux de chez Rivage, qui est traduite par Jeanne Guyon. Et la deuxième, c'est Louis Sanders pour la sortie de son nouveau livre, La lecture du feu, chez Rivage aussi. L'interview a été faite à la librairie Entre deux Noirs dans les conditions du direct. Deux univers complètement différents, deux interviews complètement différentes. À vous de vous faire une petite idée entre le Londres rock'n'roll et les histoires de pompiers dans la Dordogne. Bonne émission et au mois prochain. Nous voici en direct avec Cathy Unsworth pour son dernier livre, Le Chanteur, publié chez Rivage, un bien beau livre. Alors, Cathy Unsworth, première question, on ne vous connaît malheureusement pas beaucoup en France, est-ce que vous pourriez vous présenter Well, I started as a music journalist, which hence the subject of this book, which I did for about 10 years. Starting on Sounds magazine, weekly actually, it was a weekly paper on music paper. I started there when I was 19, and I did about 10 years there and then at Melody Maker, and I met Derek Raymond when I was 25. He made a record with some friends of mine here in a band called Gallendrunk, and after I met him, it really inspired me to want to do what he did, to become a noir writer. Although, am I going to first? Oh no, that's fine. It's perfect. Although it then took another 10 years between meeting him and my first book coming out in the UK. I think perhaps during that time I became a books editor on a sort of alternative culture magazine called Bazaar, and in that time I got to meet a lot of crime writers I really admired and interview them, and one of them was an Irish writer called Ken Bruin, and he said to me, "You've interviewed all your favourites, now you've better write a book." So there's sort of his faith in me, the inspiration of Derek Raymond, and also the help of another writer called Martin Waits. He gave, I'm sorry, the help of... Shall I rather write it down because he's got a funny spelling. He's another... Oh God, let me start again. He gave the first pages, the first few chapters of my first novel to his agent, and so he got me that deal, and then it sort of felt like Derek Raymond had come back to help me as John Williams, his friend, and the person in charge. The agent was John Williams. No, John Williams, well, he asked me, working for Serpent's Tail, and I first met John in Derek Raymond's kitchen. In the last week that he was alive, John was looking after him. J'ai commencé comme journaliste musical, comme ce livre le montre bien d'ailleurs. J'ai travaillé pour un hebdomadaire qui est bien connu, qui s'appelle Sounds, pendant 10 ans. J'ai commencé en fait à 19 ans. Et puis j'ai rencontré celui qui se fait appeler Derek Raymond en Angleterre, mais qui est réellement Robin Cook. Voilà, j'avais 25 ans, à l'occasion d'un enregistrement avec un groupe qui s'appelait Gallendrunk, et il a été une grande source d'inspiration pour moi en tant qu'écrivain de romans noirs. Mes 10 ans se sont encore écoulés avant mon premier livre, et à ce stade je travaillais pour un magazine. Was it a magazine or a magazine. It was really a magazine, Yeah. qui était un peu voilà, de culture alternative, on va dire, et par ce biais j'ai rencontré beaucoup de romanciers noirs et d'auteurs de romans criminels, et c'est ainsi que j'ai rencontré une deuxième source d'inspiration qui a été Ken Bruin, et qui m'a encouragée à écrire.
Et la troisième source d'inspiration, ça a été un auteur de Newcastle qui s'appelle Martin Waits, Martin avec un Y, et à qui j'ai fait lire ce que j'avais écrit et qui a montré les premiers chapitres de mon roman à son agent. Yeah. But my basic Yeah. start to come from that. So yeah, so I got the agent, and she helped me to write the first novel. And then she showed it to loads of people, and it was all like, it was just a bit too, I guess, left of centre for mainstream publishers. And then it's one of those magic moments of life where I was at David Peter's launch party for GB84 in this place in London called the Horse Hospital, where I know the people who run it. But that's not important. And John Williams came up to me and said, "I hear you've got a manuscript. Can I see it?" And then that was it. I got the deal with Serpent's Tail. And that was for the not knowing. Yeah, and that was so lovely because I had met John, obviously, with Robin, and he'd helped Robin so much when he was ill, and it sort of felt like fate, basically. So. Ouais, là c'était une histoire en fait assez magique de rencontre, parce qu'en fait bon, ce manuscrit donc qui avait été montré donc à cette agente littéraire, elle m'a vraiment aidé à écrire ce livre, et puis voilà, et ce livre a été montré ensuite à des gens, à des éditeurs comme John Williams, donc John Williams is an editor at Serpent's Tail, a crime editor at Serpent's Tail, which we need to explain. Okay. Et donc à l'éditeur de romans noirs John Williams, qui est donc voilà, éditeur de romans noirs pour la maison Serpent's Tail. Et en fait, voilà, c'était une rencontre assez qui me ramenait à Robin Cook, puisque voilà, ils étaient très proches l'un et l'autre aussi, et c'est ainsi que mon roman est paru chez Serpent's Tail et que tout est parti, voilà. Donc vos livres parlent de polar, de musique, de critiques musicaux, donc c'est votre quotidien. Bon, d'un côté on peut se dire on parle bien de ce qu'on connaît, d'un autre côté on peut se dire quitte à faire de la fiction le soir après le travail, pourquoi ne pas s'évader et parler de choses radicalement différentes. Donc la question c'est pourquoi écrire un petit peu sur votre quotidien. Well, for a lot of reasons. The main one was because having been in that industry for quite a while, I saw what it did to people, and also how it changed quite drastically from the time when I was growing up. And there's a bit in The Singer that is from my own memory of the first time seeing Sex Pistols on TV when I would have been 9. Yeah. And what was that on TV when you were 9? Yeah, seeing them on Top of the Pops, this weekly music show, and just seeing it just looked like 4 aliens had burst in from outer space, and seeing Johnny Rotten looking so alien, looking so scary, but so compelling. Even I'm lost. Because you're talking about things where is that you watched on Top of the Pops? Because I watched the Sex Pistols. Right, okay. So seeing just a moment that changed my life, I guess. Just seeing him. Yeah. No, I got the rest of that. Thank you. And when I was a young teenager, there was because of punk, I think there was quite a few really strong female people in punk, like Susie and the Banshees, Lydia Lunch, who were people that I admired and I wanted to be like them. And it went so quickly from being this sort of creative expression where there was suddenly room for people who had been marginalised. That any freak could be in a band and anyone could get up and do it. And that sort of family atmosphere and creativity and just
it so quickly became, and I think it says this in the book, 10 years from that to Bob Geldof doing Live Aid, and everyone, you know, music stopped being a force that was, I don't know how to put this, music just became a commodity, basically, and rock stars, you know, these people that started off as punks like Bob Geldof becoming the establishment. And at my time in the music press, I saw, you know, how young people's dreams were used and they were burned up so quickly and then discarded. And particularly how it's institutionally sexist, the music business, which was another huge point I wanted to make in the book. Oui, en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu parler en fait de ce thème, évidemment, qui m'était proche, c'est bon, voilà, c'est que j'ai roulé ma bosse dans ce milieu pendant suffisamment longtemps pour voir ce que ce milieu en fait faisait aux gens, comment ça les a influencés, comment ça les a, et puis aussi comment ce milieu de la musique, comment je l'ai vu changer, évoluer. En fait, j'avais 9 ans quand je regardais Top of the Pops, qui était voilà le hit parade anglais, et que j'ai vu les Sex Pistols donc à la télé. Ça a été un moment extrêmement marquant pour moi, ça m'a changé. Et dans cette émergence du punk, c'était aussi l'émergence de femmes qui étaient très fortes, comme Siouxsie. Je les admirais vraiment, c'était un monde où il y avait une créativité incroyable, une expression qui se révélait, et on réalisait aussi que voilà, n'importe quel marginal, original, freak pouvait faire un groupe, pouvait monter un groupe. Il y avait comme une atmosphère de famille, pour le dire ainsi. Et puis voilà, 10 ans plus tard, on arrivait à Bob Geldof avec Live Aid, et la musique a radicalement changé parce que c'est devenu une marchandise, commodity, la marchandisation de la musique qui du coup s'est installée de manière officielle, quoi. Elle est devenue une partie intégrante de l'establishment. J'ai vu du coup comment ce qui étaient les rêves de jeunes gens en fait se sont retrouvés consumés, rejetés sur le bord de la route, et aussi une autre chose dont je voulais parler, qui est d'ailleurs un des éléments importants dans le livre, c'est aussi le côté sexiste de la musique, tel que ça l'est devenu. Justement, ce livre, donc ça reprend un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Ça se passe dans fin des années 70, avec les Sex Pistols, cette vague absolument redoutable qui balaye tout. C'est un livre sur deux plans, et beaucoup de musique à l'intérieur, et un portrait aussi de Gavin Granger, photographe de légende. Donc il y a plein de choses dans votre livre, c'est ça qui est extrêmement intéressant. D'un côté, il y a la musique, il y a une sociologie aussi des quartiers londoniens, il y a la bande son de Londres, il y a beaucoup de choses. Et en parlant de la bande son de Londres, ça me fait penser à une phrase que vous dites dans le recueil de nouvelles que vous avez compilé, qui s'appelle Londres Noir. Vous dites que Londres a toute sa bande son, qu'on peut trouver tous les quartiers musicaux avec beaucoup d'ambiance. Et vous, quelle est votre bande son un petit peu actuellement de Londres? In all my books, Ladbroke Grove features heavily, and that is because that area where I live, and I've lived there for over 20 years now, so I've seen quite a lot of change, but essentially that was a very poor area of London in the 50s, and that's where the first immigrants came from the West Indies, bringing with them the roots of ska music, reggae music. Also, not just the music, a different style, the way these guys dressed was pretty sharp, and there was race riots in the 50s there, I think, because
the white English teddy boys thought they looked pretty sharp with their sort of dandified outfits. And then these guys come from the West Indies looking like Ray Charles, really suave, handsome dudes, and the white girls probably thought the black guys looked better. So there's been these sort of style clashes there, but they also bring with them a different way of doing music, sort of setting up your own parties in their houses that they used to call mushroom clubs. So they popped up like mushrooms. You'll need to write that, like mushrooms, like real mushrooms. Yeah, because they popped up like mushrooms overnight and disappeared again. Oui, en fait, bon, voilà, c'est une... pour parler, oui, de la musique des quartiers, voilà, il faut parler de ce quartier où j'habite toujours, qui est donc le quartier là, de Ladbroke Grove, où sont venus les premiers immigrants des Antilles anglaises, des West Indies, avec leur musique, le ska, le reggae, et cette façon aussi très particulière de s'habiller. C'est un quartier aussi où dans les années 50, il y a eu des émeutes raciales, et ce quartier, il est effectivement caractérisé voilà, par ces gens qui ont un look très particulier à la Ray Charles. Suave. And then maybe you could go on from that. Yeah. So that's the start of the sort of working class white culture mixing in with the immigrant culture there. And by the 70s, when the singer is, that's become a quite strong thing. I'm sure Don Letts says a lot of this in that book we were looking at earlier, how obviously a lot of punk bands came from that area, the Clash. Most of the Sex Pistols came from Shepherd's Bush, not too far away. And there was also a strong sort of black community there. There was always like punk gigs with reggae and punk acts would play together, like Steel Pulse and Aswad would play with the Clash, and they started that whole rock against racism. So all that melting pot of Ladbroke Grove, that's pretty strong. I couldn't say that I've heard anything radical coming out of there at the moment since the sad makeover after the Hugh Grant film Notting Hill. Okay, maybe I'll translate that. Yeah, sure. Oui, en fait, c'est un quartier qui a ceci de particulier, c'est que la culture blanche et la culture immigrée s'y sont vraiment mêlées dans les années 70. D'ailleurs, Don Letts, dont on parlait tout à l'heure à propos voilà, de son livre, voilà, beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est effectivement un quartier qui a été le creuset du punk, et aussi Shepherd's Bush, d'où voilà, venaient les Sex Pistols. Et le punk et le reggae se sont vraiment mêlés, mais aussi dans un combat contre le racisme. Ça a été voilà ce qu'on pourrait appeler le melting pot de Ladbroke Grove, et maintenant je ne peux pas dire que j'ai vu depuis voilà, ces 10 dernières années grand chose de très à gauche, de très radical sur le plan de la création ou de la pensée qui soit venue de ce quartier, voilà, surtout le film dans lequel a joué Hugh Grant. C'est ce que Coup de foudre, it was Coup de foudre, not in English. I heard that Amélie had the same effect on Montmartre. It's similar. Amélie Poulain, j'ai entendu dire qu'Amélie Poulain avait eu le même effet sur Montmartre. Parce qu'effectivement, vos livres parlent de musique, mais c'est pas juste une bande son. Il y a vraiment, moi, ce qui m'a vraiment frappé, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, c'est vraiment cette sociologie des quartiers à Londres. On voit comment les quartiers fabriquent la musique, comment la musique vient se répercuter sur les quartiers, sur les gens. On voit comment les gens s'habillent. Donc il y a vraiment tout un travail de sociologie de Londres de ces 20 dernières années qui est passé au cric, qui est extrêmement intéressant. Et j'aurais voulu savoir justement comment vous abordez ça dans l'écriture.
Well, I've always been very interested in history and local history, and I love the idea of psychogeography that certain areas will have certain resonances where things will go on happening in the same way, and this is why I say, you know, where there's a street market, it's likely to be a lively, because several record companies began as being record stores on Camden or Port Valley Road, and where there's a meeting of people with ideas, whether it be in fashion and music or art, just where in these spaces where people can come together. It's so interesting to me because I have lived in London for a long time now and seen a lot of change, and also tried to find out more about the history of the places through local history books, through tours of, you know, walking tours of London, and just other people who are similarly interested in this subject. And obviously I've been lucky enough to meet a lot of writers and musicians and artists through the work I did as a journalist, so I'm quite lucky that way. But yeah, I've always wanted to try and put people's history, you know, I like oral histories a lot, and I like hearing people's stories, and I like putting bits of people into my books that may otherwise just get lost, you know. Strange local characters that you would know if you lived around an area, but they would be lost to history if they weren't, you know, in a novel maybe. So things like that. Sorry, am I saying too much? Shall I shut up? J'ai toujours été intéressée par l'histoire et surtout m'ancrer dans l'histoire locale, l'idée de la psychogéographie, ça m'intéresse beaucoup, toutes les résonances que ça peut avoir. En fait, on parlait tout à l'heure des marchés, c'est ça en fait, un certain nombre de compagnies de disques, de maisons de disques, elles ont commencé tout simplement comme des petits magasins de disques au départ. Dans tous ces quartiers-là, il y a des gens qui étaient bourrés d'idées en tout domaine, que c'était l'art, la musique, la mode, voilà, c'est des quartiers effervescents. L'idée que voilà, les gens se rassemblaient, échangeaient. J'ai vu de toute façon ces quartiers, je les ai vus changer, je les ai vus évoluer, et puis ma connaissance elle est directe, mais elle vient aussi des livres d'histoire, de promenades, de rencontres aussi avec des gens, dans mon métier aussi de journaliste, mais c'est certain que j'ai toujours été intéressée par l'histoire des gens, être proche des gens, l'histoire orale, l'idée d'entendre des histoires qu'on raconte, qu'on m'a racontées, et je me suis dit que si l'histoire de ces gens, elle serait perdue si on n'en faisait rien. Et donc du coup, je l'ai mise aussi dans mes livres, de façon à ce que cette histoire, elle reste vivante et écrite quelque part, qu'elle ne soit pas perdue. Le temps qui nous est imparti touche malheureusement à sa fin, Cathy Unsworth. On aurait plein de questions à vous poser, donc on va finir juste par une question musicale, quand même, comme vos livres tournent autour de ça. Quel est le disque qui tourne sur votre platine en ce moment? Voilà. It's Caesarians 1 by the Caesarians. And I would strongly urge anybody who loves music to check out a very highly original and extremely talented band. I love them because they are unconventional. They look, instead of looking to America, they look to Eastern Europe, and they are, if you can imagine a cross between the Jesus Lizard and Scott Walker in Kurt Weill's back room. Alors voilà, je les recommande, donc voilà, Caesarians, on va parler de Caesarians, donc il faut absolument les écouter, c'est extrêmement original, après a été voir du côté de l'Amérique, voilà, du
côté des pays de l'Est. Et vous avez, voilà, c'est un mélange entre les influences entre lesquelles se situent. Voilà, j'avais le dernier, oui, mais les deux premiers c'était pas bon. Entre voilà, Scott Walker et Jesus Lizard et Kurt Weill. Très bien, merci beaucoup. On mettra les références sur le site internet et moi je vais de ce pas aller écouter ce morceau. Merci encore Jeanne pour la traduction. Thank you very much. My pleasure. Bien, Louis Sanders, seriez-vous à l'image des taiseux de Dordogne parce que on connaît rien sur vous. On a beau regarder sur internet, chercher, vous avez sorti des livres, vous avez été éditeur, mais on ne sait strictement rien. On connaît juste votre discrétion et votre passion pour le vin rouge. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Sur le vin rouge, merci. Bon, j'ai pas une vie, j'ai pas la vie d'Hemingway. Je suis né à Paris. J'ai longtemps à Montmartre, plus précisément, et à Pigalle, qui étaient des quartiers que j'adorais, que je n'aime plus beaucoup. Et puis, je suis parti vivre en Angleterre pendant à peu près 8 ans, et où j'ai fini mes études là-bas. J'ai fait une thèse sur les écrivains catholiques sur les écrivains convertis au catholicisme en Angleterre. Puis je suis revenu m'installer en Dordogne sur un caprice avec ma femme qui est anglaise. Et j'ai fait de la traduction jusqu'au jour où j'ai décidé d'écrire un roman policier, parce que j'avais découvert le roman policier quand j'ai rencontré François Guérif. Voilà, du coup, il a répondu à 3 questions avant que je les pose. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a poussé au polar? Donc, vous aviez rencontré François Guérif lorsque vous étiez éditeur chez Payot, si mes souvenirs sont bons, et on vous voit arriver dans le polar avec Février, chez Rivage, premier bouquin qui se passe dans la Dordogne. N'en dites pas trop, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous a poussé au roman policier? Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre? Ce qui m'attire dans le genre policier, c'est que c'est un sous-genre, c'est un jeu. Pour moi, j'aspire pas à faire de la grande littérature. J'ai pas de message à livrer, donc moi j'aime jouer avec le lecteur, en particulier en créant de l'angoisse. C'était Hitchcock qui disait quand on se fait rattraper par le spectateur, ça y est, c'est foutu, le film n'intéresse plus. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec le roman policier. On doit toujours prendre en compte son lecteur. Et ça, c'était une démarche qui m'intéressait, et c'est pour ça que je me suis tourné vers le roman policier. En plus, je vivais à l'époque dans une maison qui était coupée en deux. Il y avait, une moitié était vide, et je voulais absolument racheter l'autre moitié. Les gens qui la possédaient avaient complètement disparu. C'était un des frères dans cette famille, etc. Et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais peut-être qu'il est revenu et qu'on ne le sait pas, parce qu'en 20 ans, les gens changent. Et je me suis dit, ça, c'est un excellent point de départ pour un roman à mystère qui se passerait là, dans le village. Donc ça, c'était votre premier livre, Février. Les 3 premiers bouquins publiés chez Rivage, Février, Comme des hommes, Passe-temps pour les âmes ignobles, forment ce qu'on pourrait appeler une trilogie anglaise en Dordogne. Donc vous vivez en Dordogne avec une femme anglaise. Vous côtoyez donc ces Anglais, les petites communautés. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ces communautés anglaises? C'était juste une facilité ou... Non, ce qui m'intéressait, c'est que c'était des groupes de gens qui venaient s'installer en Dordogne parce qu'ils fantasmaient beaucoup. Quand on est anglais, qu'on vient s'installer en Dordogne, en fait, on peut se réinventer complètement. Le type qui a toujours vendu des télévisions toute sa vie et qui a toujours rêvé d'être professeur à Oxford peut tout d'un coup se mettre à raconter qu'il est professeur à Oxford. Les gens peuvent s'inventer des passés aristocratiques, des petits secrets qui les ont toujours fait rêver, deviennent à portée de main quand ils s'expatrient. D'ailleurs, il y a une littérature des expatriés anglais, par exemple, c'est arrivé au Kenya, c'était un peu la même chose, dans un genre beaucoup plus décadent, c'est-à-dire que cette société anglaise il y a aussi une société anglaise qui est assez chic, qui peut tout se permettre une fois qu'elle est sortie d'Angleterre.
En plus, c'était des gens qui vivaient dans une sorte de ghetto, pris entre deux communautés, la leur, les Français, etc. Donc il y avait des portes ouvertes pour beaucoup de falsifications, de mensonges, etc. Et je pense que ça faisait un terreau intéressant pour le roman policier. Donc c'est des gens qui arrivent, qui se fabriquent une fausse image et qui du coup sont obligés de l'entretenir, et c'est là que ça commence à craquer. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors pas forcément tous, mais ceux que j'ai rencontrés et ceux que j'ai fréquentés, c'était effectivement leur cas. Et en plus, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'ils recréaient en France, en particulier en Dordogne, une Angleterre complètement fantasmagorique qui n'existe plus en Angleterre, parce que déjà il n'y a plus de campagne en Angleterre. Et alors, ils créaient une sorte de machine à remonter le temps. Ils se projetaient tout d'un coup Lord dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, ou alors écrivain ou peintre bohème dans l'Angleterre des années 20. Il y avait toute une collection de fantasmes anglais qui se cultivaient sous mes yeux et que je trouvais intéressant. C'est comme ça que les gens vous reçoivent avec une robe de chambre, avec des armoiries, très très bien. Et donc, ça fait quoi? Parce que bon, dans le premier bouquin, vous commencez à présenter un petit peu tous ces gens, c'est vachement rigolo. Dans le deuxième aussi, dans le troisième, ça continue. Puis on doit se dire, à un moment, il va finir par être paria, quoi. Il raconte tous les gens qu'il côtoie. Est-ce que les conversations ne s'éteignent pas quand vous arrivez maintenant quelque part? Non, pas encore. Par contre, ce qui m'arrive, c'est que les gens me reprochent de les avoir mis dans le livre alors qu'ils n'y sont pas. Il y a ceux qui se reconnaissent et qui n'y sont pas. Ça, c'est un autre problème. Mais en fait, pour la réalité, je me suis surtout inspiré des personnages secondaires qui donnent une sorte de crédibilité à l'histoire policière. Et les histoires policières sont rarement totalement crédibles parce que, en général, le crime est assez ennuyeux, comme j'aime à le dire, assez sordide. Pour en faire un roman, il faut lui donner un attrait qu'il n'a pas dans la réalité. Et par contre, pour que ce soit crédible, il faut que l'environnement le soit aussi. Donc j'ai observé les gens que je connaissais, effectivement, mais j'ai jamais eu trop de reproches. En parlant d'observer, les deux premiers romans, Février puis Comme des hommes, sont vraiment des romans d'ambiance, de psychologie. On est vraiment beaucoup plus sur les personnages. Donc comment vous faites? Effectivement, vous allez me dire, il y a les gens que je vois, mais comment vous faites pour rendre justement toute cette psychologie? Parce que les gens les voient, ils sont en face de vous, ils existent, on voit leurs fêlures, leurs failles. Comment on travaille tout ça? J'imagine que j'essaie de travailler par le style. Ce que j'ai essayé, par exemple, j'ai été très influencé par Simenon. Et ce que j'essaye d'imiter Simenon dans la mesure où il va prendre un détail et grâce à ce détail, en 2 phrases, créer tout un monde. Et c'est très difficile, mais c'est ce que j'essaye de faire. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais par exemple une photo de mariage sur un buffet Henri II va pouvoir donner tout un intérieur, toute une vie, toute une ambiance. J'essaye de le faire comme ça par une façon presque pointilliste, par détail. Bon Simenon, vous me l'enlevez de la bouche, mais c'est bien, vous répondez à toutes les questions avant que je les pose. On va vite avoir terminé cette interview, c'est très bien. Vous pouvez boire un verre de rouge en attendant. Voilà, quels sont vos auteurs de prédilection? Donc effectivement, on sent Simenon, en particulier dans les 2 premiers romans. Le troisième est un peu plus musclé et différent au niveau de la trame. Et puis après, avec les histoires de pompiers, on en parlait tout à l'heure, ça change aussi. Mais voilà, quels sont les auteurs de prédilection qui vous intéressent? Alors, mes auteurs de prédilection, il y a effectivement Simenon. Moi, j'aime beaucoup aussi Agatha Christie pour le sens du récit, même si je n'écris pas des récits de la même manière, des mystères, mais moi j'admire beaucoup son savoir-faire, ce qui est rarissime dans le monde du polar, parce qu'il y a quasiment une fatwa qui pèse sur Agatha Christie. Faut pas aimer, c'est pas bien. Enfin, c'est pas grave, moi j'aime quand même. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, justement, c'est quelqu'un qui prend toujours en compte son lecteur. Et il y a des romans d'Agatha Christie comme Le Vallon qui ont une réelle profondeur psychologique aussi, qui sont très troublants, qui sont très très beaux. Et d'autre part, mon auteur de romans policiers préféré, c'est un peu idiot de dire ça comme ça, c'est Joseph Wambaud, qui est pas très connu en France. On est loin d'Agatha Christie, là. Oui, alors là, rien à voir.
rien à voir. C'est quelqu'un qui a été flic pendant 14 ans à Los Angeles, et donc qui a dans sa description du milieu des flics un point de vue quasiment anthropologique. C'est comme si on nous décrivait une tribu amazonienne parfois, sauf qu'on est chez les flics de Los Angeles, avec des destins parallèles qui se croisent, etc., avec les fêlures de chaque personnage qui influent sur leur carrière de flic. Et c'est extrêmement bien écrit. Alors, je ne sais pas si ça a été bien traduit. Mais c'est très difficile à trouver parce que, comme c'est sorti dans les années 70, au moment où le polar était surtout d'extrême gauche, et Wambo ne l'est pas, et il a une très mauvaise image parce qu'il a été flic pendant 14 ans, etc. Donc on le lui a beaucoup reproché. Mais pour moi, il y a un chef-d'œuvre absolu. Ça s'appelle en français Patrouille de nuit, The Choir Boys, les enfants de chœur en anglais. Et pour moi, ça, c'est un sommet. Mais en dehors, ça, c'est les auteurs de romans policiers. En dehors de ça, j'aime beaucoup Hemingway, Dickens. Bon, pour ce que j'ai pu en lire, pour l'instant, vous avez écrit que des bouquins qui se passent en Dordogne, communauté anglaise ou pas. Vous nous parlez de Wangbo. Est-ce que vous voyez un jour écrire une saga de flics comme ça, en ville? Est-ce que ça vous botterait? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire Oui, ça me botterait, mais je me sens pas capable de le faire. Et ça me plairait énormément, mais je peux pas, parce que moi j'ai besoin d'écrire sur mon milieu. J'ai écrit un roman historique d'aventure qui n'avait rien à voir, mais ça c'est exceptionnel, c'est pas mon truc. Par contre, justement, le roman sur les pompiers, j'étais tellement impressionné par Wambo, mais je ne pouvais pas être influencé par Wambo parce que ce que je racontais n'avait rien à voir avec son univers. Par contre, j'ai pu, en écrivant un roman sur les pompiers, me rapprocher de ce qu'il faisait, enfin, ou le prendre comme modèle. Parce que The Choir Boys, c'est l'histoire de ce groupe de flics. À chaque fois qu'il y en a un qui a un problème, ils se retrouvent tous dans un parc pour faire des beuveries ahurissantes et ils se racontent leurs interventions. Et là, j'ai pu en fait écrire un livre sur les pompiers en me servant de ce modèle, beuverie mise à part, parce que ça se passe pas tout à fait comme ça, mais en prenant des personnages distincts, en ayant des scénettes, chacun avec sa vie, qui se retrouvent dans des interventions et dans un monde relativement violent. Et bon, ça n'a rien à voir avec des flics de Los Angeles, mais c'est des gens en uniforme qui, en dehors de l'uniforme, ont une autre vie. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie chez ces personnages. Donc vous disiez parler que de ce que vous connaissez bien. Quand on vient vous voir en Dordogne, qu'on a la chance d'être invité par Louis Sanders, on s'aperçoit que les lieux où se passent les bouquins sont quand même pas très très loin de la réalité. Vous nous parliez tout à l'heure de la demi-maison qui était à côté de la vôtre, à la Barbigny. Bon bref, vous travestissez légèrement les lieux. Alors on se dit pourquoi les travestir dans ce cas-là, si c'est pour si peu, et pourquoi s'inspirer véritablement de tous ces lieux où on est? Au début, je voulais les travestir légèrement pour avoir la paix, mais c'est un peu raté parce que, par exemple, février, il y avait des gens qui étaient venus rôder, voir, qui avaient lu le bouquin, alors qu'en fait, c'était la maison dans laquelle j'habitais. Mais c'était pas l'effet souhaité. Mais quelle est la deuxième partie de la question? Pourquoi les... Oui, voilà, pourquoi travestir du coup Parce que je veux que ça reste rappeler sans cesse que c'est que de la fiction. Donc il faut que même le paysage, qui est très proche de la réalité, reste une fiction. Par exemple, chez les pompiers, j'ai pris une commune avec une caserne qui n'existe pas. Et aussi parce qu'il y a déjà ceux qui n'y sont pas qui s'y reconnaissent. Si en plus ceux qui y sont doivent s'y reconnaître, ça va être l'horreur. Ça va être sympa, vous allez vous faire plein d'amis. Dans le troisième, Passe-temps pour les âmes ignobles, on voit un écrivain qui écrit un bouquin qui commence à balancer les comportements des autres, donc qui raconte des choses pas très agréables sur ses contemporains. Et dans Vie et mort des plantes toxiques, qui est le quatrième, on voit, je cite, un écrivain vexé par diverses remarques déplaisantes à son égard qui se venge en mettant l'offenseur en mauvaise position dans son futur
futur roman. Seriez-vous sadique au point de faire ça, vous dire tiens, lui il a pas été très sympa, le prochain roman je vais me le faire, il va avoir l'air vraiment con? Non, parce que ça, il y a un effet boomerang qui est un peu trop dangereux. Donc je le fais pas. Mais par contre, dans le personnage, l'écrivain dans Passe-temps pour les âmes ignobles, c'était pour illustrer, à mon avis, ce qui est le policier, qui est une forme de voyeurisme, de voyeurisme un peu sadique, effectivement. C'est ça le principe du roman policier, se faire peur, se faire plaisir dans le crime. On va entamer le dernier bouquin, La lecture du feu. Donc après 4 romans qui se passent dans les communautés anglaises en Dordogne, changement de registre, on arrive avec les pompiers. Alors j'ai parlé tout à l'heure, question facile, est-ce que c'était une question de facilité avec les Anglais? Donc là, vous avez un petit peu répondu par rapport à ces histoires de pompiers. Qu'est-ce qui vous a fait changer votre fusil d'épaule? Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Parce que bon, j'ai pas de personnage récurrent, mais j'ai toujours la même région, etc. Et comme c'était une expérience personnelle, puisque je suis pompier depuis 5 ans, je trouvais que ça pouvait nourrir un livre de façon intéressante. Donc, la difficulté, par exemple, quand on écrit un bouquin sur les pompiers par rapport aux flics, c'est que les pompiers n'ont pas besoin de savoir pourquoi les choses se passent. Les flics sont toujours en train dans le combat du bien et du mal, d'une certaine manière. Les pompiers, c'est dans la catastrophe. Donc ça c'était une difficulté. Mais enfin, ça répond pas tellement à la question. C'est pas grave, l'essentiel c'est de parler. Voilà. Les histoires de pompiers, vous aviez déjà abordé ça dans un livre pour adolescents. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur votre production pour les gamins. Et donc du coup, toutes les anecdotes qu'il y a à l'intérieur, on va pas les passer au cri, mais on se dit voilà, c'est tiré de votre expérience, ou est-ce que vous avez inventé quelque chose quand même au niveau de l'arrière-fond? J'ai inventé le récit principal. Par contre, j'ai raconté des choses que j'ai vues, et effectivement, tous les personnages sont complètement fictifs, mais toutes les situations sont vraies. Le massage cardiaque, le type allongé sur le lit avec un couteau dans la poitrine, toutes ces choses-là, c'est les choses qu'on voit, les suicidés qu'il faut aller dépendre. Tout ça, c'est vrai, et de toute manière, ce qui est assez étonnant, c'est que ces choses très violentes finissent par devenir banales quand on est pompier, tout en gardant leur violence et tout en gardant leur impact. Mais tous les pompiers ont vécu ça. C'est ça qu'il y a rien d'exceptionnel en fait. Par contre, il y a certaines interventions pour la plupart des interventions, même toutes, sont modifiées. C'est pas un instantané, c'est pas un rapport d'intervention, quoi. Voilà. D'autant plus que c'est présenté de façon toujours subjective à travers le regard d'un des pompiers, qui est là, ou de plusieurs, mais qui vivent la chose différemment. Et tous ces pompiers, eux, sont fictifs. À bien lire votre livre, on s'aperçoit qu'il y a quand même plus de moments difficiles que de moments sympas à la tisanerie. Ah, la tisanerie, je crois pas. Non. En intervention, il y a plus de moments difficiles que de moments sympas. Mais la tisanerie, c'est le bar de la caserne, où, en général, quand il y a une intervention assez traumatisante, on se la raconte 15 fois en buvant un verre ou deux. Mais ça, en fait, il y a un sentiment formidable à la tisanerie. Donc c'est bien ça les proportions, si on se la raconte 15 fois en buvant un verre ou deux, c'est pas, on se la raconte 2 fois, rassurez-moi docteur, tout va bien. Le livre s'ouvre sur une description très angoissante d'un backdraft. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je veux bien que vous nous racontiez, parce que moi ça m'a quand même... je suis content de pas être pompier quand je lis ça. Alors ça, par contre, c'est totalement réel. Tout ce qui est technique est totalement réel. Et pour tout ce qui est la formation du personnage de Blondel, je dirais même que c'est autobiographique. Ah bah, juste pour vous couper alors sur Blondel, vous êtes fait la même réflexion que lui en vous engageant à 40 ans dans les pompiers? Vous vous êtes vraiment demandé si c'était une connerie ou pas? Oui.
La réponse est oui. D'accord. On revient sur le backdraft alors. Un backdraft, c'est techniquement une explosion de fumée. Ça arrive dans un milieu complètement clos. Au bout d'un moment, le feu a dévoré tout l'oxygène. Donc il n'y a plus que des petites flamèches verdâtres, jaunâtres. La température est extrêmement élevée. Elle est à plus de 600 degrés. Les sons sont étouffés. Et quand on est derrière la porte, faut envoyer un petit jet pour voir si ça va pas s'évaporer, pour mesurer la chaleur. On approche la main pour voir si la porte n'est pas brûlante. Et le problème, c'est que quand on ouvre la porte, il y a un apport d'oxygène qui arrive, et là, ça fait exploser les fumées. Il y a un cône d'expansion. Le feu sort comme ça en un cône et ça fait une boule de feu qui est de la taille de la pièce. Et ça, on en voit en film, c'est très impressionnant. Et on est mis dans des situations comme ça quand on va dans le caisson. C'est une sorte de gros container, une grosse boîte en fer, où on apprend la lecture du feu, justement. Où on sait si on va avoir droit à un embrasement généralisé, un backdraft, etc. Et quand on est dans la situation du backdraft, c'est très angoissant. Je rappelle, parce qu'on est là à l'intérieur, on est à genoux, il fait 300 degrés, on n'entend plus un son, on a les yeux ouverts, on n'entend plus rien, on est dans le noir complet. Je me disais, la mort, ça doit être ça. Et puis après, ils ouvrent une trappe par le haut, donc la fumée s'échappe par le haut. Et il n'y a pas d'apport d'oxygène en dessous qui va nous faire exploser, nous faire griller. C'est quand même sympathique. Ouais, ça permet de garder. Mais on sait qu'il y a très peu de pompiers bénévoles actuellement. On a du mal à en récupérer. Si on les fait disparaître à chaque entraînement, on va être embêté. Est-ce qu'on parle un petit peu de la jeunesse quand même? Donc en parallèle de vos romans, vous faites deux choses. On en parlera un petit peu tout à l'heure aussi de la traduction et des bouquins jeunesse. Alors comment on aborde la jeunesse? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de différent? Par exemple, voilà, vous aviez fait un bouquin jeunesse sur les pompiers. Vous en avez fait un pour les adultes entre guillemets. Quelle est la différence? Comment ça s'aborde? Est-ce que vous aimez ça, la jeunesse? C'est beau, la jeunesse. En fait, j'essaye d'avoir le moins de différences possibles quand j'écris pour la jeunesse ou pour les adultes. En particulier, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Périgord noir, où j'ai fait vraiment aucune différence. Je les ai écrits comme si je les écrivais pour des adultes. Le problème... quand j'aborde des problèmes de personnages qui s'interrogent sur la féminité de ces filles, etc., sur la solitude du type qui à 35 ans voit un célibataire qui saigne par terre avec son rond de serviette prêt pour le dîner et qui tout d'un coup se met à déprimer sur sa propre solitude, c'est pas des choses qui parlent forcément aux adolescents, ou c'est des choses qui leur seront peut-être plus lointaines, plus étrangères. Donc mais je suis pas, pour tout vous dire, je trouve que ça existe commercialement, cette distinction. Je suis pas sûr qu'elle se justifie. Quand mes filles avaient 13-14 ans, je leur ai fait lire Le vieil homme et la mer. C'est pas de la littérature jeunesse. Stevenson a écrit, par exemple, L'île au trésor. C'était un livre jeunesse, mais ça va bien au-delà. Donc, pour moi, la distinction est plus commerciale qu'autre chose. Oui, surtout par rapport aux adolescents, quand c'est pour les plus petits, quand même, on ne peut pas tout écrire. Préservons nos chères têtes blondes. Justement, vous parliez de Périgord noir, recueil de nouvelles, c'est la première fois que je lisais des textes courts de votre part. Alors pourquoi vous n'en avez pas écrit? Parce que on vous l'a jamais demandé avant, ou est-ce que c'est un format qui vous plaît pas? Non, c'est un format que j'aime beaucoup, mais effectivement, on me l'avait jamais demandé avant. Et alors voilà, là, pour la jeunesse, justement, les adolescents lisent beaucoup plus de nouvelles que les adultes. Mais oui, moi c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est juste une idée qu'on illustre. C'est une scénette, c'est très court, ça permet d'être très précis dans la façon d'écrire.
Et là, on peut avoir vraiment un instantané de vie. Et souvent, on peut être assez ironique dans la nouvelle. L'art de la chute. Et pour terminer, à côté, vous faites aussi donc de la traduction. Comment ça se passe? Quelle est votre vision de la traduction? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, tout ça? Non, moi ça me plaît pas énormément. C'est très contradictoire la traduction, et j'ai un rapport amour-haine, si on peut dire, avec la traduction. Déjà c'est mal payé, alors là c'est le côté haine. Parfois c'est des auteurs que j'aime bien. Par exemple, j'ai traduit Elmore Leonard, ça m'a toujours beaucoup plu. Et en même temps, tout en sachant et en trouvant que tout est intraduisible. Mais je me rappelle que j'étais à un débat sur la traduction et quelqu'un posait la question au traducteur: qu'en pensez-vous? Un auteur russe a dit: la traduction est à l'original ce que la flamme est à la braise. Ce à quoi le traducteur avait dit: oui, c'est tout à fait vrai, mais si on l'avait pas traduit, vous n'auriez pas pu nous le citer. Ce qui, pour moi, résume parfaitement la contradiction derrière la traduction. Pour faire une comparaison, je dirais que c'est comme de voir une reproduction d'un tableau en noir et blanc plutôt que de voir l'original dans un musée. Il y a la structure, il y a le sujet, il y a la composition, mais il manque la couleur, quoi, et la facture qui est dans la langue. Donc voilà, c'est surtout ça pour moi. Par contre, j'étais ravi d'avoir mes livres traduits en anglais. Et c'était d'ailleurs une de mes premières ambitions quand j'ai écrit. Je voulais que ce soit traduit en anglais. Ah bah, dites-nous quelques mots. Donc les bouquins, les livres traduits en anglais, vous qui êtes parfaitement bilingue, vous avez donc pu lire un petit peu la traduction. Qu'est-ce que ça donne? Comment vous avez envisagé ça? Pourquoi n'avez-vous d'ailleurs pas vous-même fait la traduction? Non, parce que j'ai préféré laisser ça à un traducteur anglais et m'en détacher. J'ai pas relu la traduction, je l'ai pas corrigée. Parce que il m'est arrivé, moi, de traduire des auteurs anglais ou américains qui croyaient maîtriser parfaitement le français. En fait, c'était n'importe quoi, et c'est totalement insupportable d'avoir l'auteur sur son dos qui fait attention à ce qu'on ne trahisse pas son chef-d'œuvre. Donc je voulais absolument épargner ça aux traducteurs anglais. Et je dois dire que la troisième traduction est extraordinaire. C'est comme si ça avait été écrit en anglais. En plus, voilà, un autre auteur qui m'a inspiré et influencé beaucoup, c'est Simon Raven, que j'avais fait publier à l'époque par Payot et qui existe maintenant en Rivage Poche, je crois. Un auteur anglais très cruel, très caustique, mais qui me plaît énormément, avec un style de dialogue aussi très ironique. Et ce qui était formidable pour moi, c'est qu'en lisant la traduction de mon livre, je trouvais que c'était assez proche de Simon Raven, qui était une influence importante.